Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette web TV spécialement dédiée à l'hémostase, les problèmes thrombotiques dans le cadre de cette crise du Covid-19, où nos amis italiens d'abord et puis les expériences françaises montrent qu'on a des gros problèmes de thrombose chez ces patients, des embolies pulmonaires qui ont été retrouvées, des thromboses de cathéter, des microthrombies, des troubles de la coagulation diverses. Donc c'était important d'avoir avec nous ici plusieurs experts qui vont donc nous parler de ces problèmes et qui vont détailler les recommandations qui ont été faites. Donc on a avec nous aujourd'hui, honneur aux femmes, Anne Gaudier de l'hôpital européen Georges Pompidou de la PHP et qui fait partie aussi du GIHP. On a bien sûr Pierre-Albert Desjaux qui est notre secrétaire général de l'ASFAR et qui est professeur à Grenoble en anesthésie-réanimation et qui fait également partie du GIHP. Et nous avons la chance d'avoir Yves Gruel, hémostasien à Tours, qui est le passe-président du groupe français pour l'étude de l'hémostase et de la thrombose, et qui lui va aussi nous parler de tous les problèmes physiopathologiques de ces thromboses dans le Covid-19. Moi, on va démarrer tout de suite. Donc moi, je suis le docteur Olivier Jean-Esboyau, je suis le président du comité réanimation. Je suis anesthésiste réanimateur à Bordeaux et je vais donc modérer cette session avec nos trois experts. Donc on va démarrer tout de suite. On va démarrer avec Anne Gaudier qui va nous faire un petit tour d'horizon de l'épidémio de ces problèmes thrombotiques dans le Covid-19. À toi Anne. Merci Olivier. Un tour d'horizon qui va être rapide parce que finalement les données publiées sont peu nombreuses dans cette nouvelle maladie. L'infection par le coronavirus SARS-CoV-2 ou Covid-19, c'est une pathologie nouvelle dont les manifestations cliniques sont en réalité variables alors qu'on les pensait purement respiratoires et dont la majorité des patients guérissent sans séquelles. Alors, les manifestations respiratoires sont en effet au premier plan, elles sont d'intensité variable, la plupart des patients symptomatiques ont de la fièvre et une toux. Certains présentent une détresse respiratoire hypoxémiante et une minorité développe un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce qui en fait le principal motif d'hospitalisation en réanimation. Néanmoins, ces manifestations respiratoires ne sont pas isolées. Elles s'accompagnent potentiellement d'autres complications et comme tu l'as dit, ces complications incluent pour ce qui nous intéresse aujourd'hui une coagulopathie et des complications thrombotiques. En effet, dans ce qu'on observe, ces patients ont des anomalies marquées de l'hémostase, en particulier dans les formes sévères, avec un syndrome inflammatoire majeur, responsable de concentrations parfois très élevées en fibrinogène, et une hypercoagulabilité dont témoigne l'augmentation parfois très marquée des dédimères qu'on observe. Et cette coagulopathie impacte le pronostic, elle a donc un sens, puisque plusieurs études chinoises rapportent que les patients décédés ont des valeurs de dédimères beaucoup plus élevées que les patients survivants. Si on s'intéresse en effet aux manifestations thrombotiques, ces manifestations sont de deux ordres essentiellement. D'un côté, des thromboses microvasculaires diffuses qui atteignent de nombreux organes et en particulier les poumons. Une analyse autopsique des Chinois qui a rapporté des infarctus pulmonaires et des microthrombites diffus, mais c'est des constatations dans des formes très tardives et ce n'est pas ce qui va retenir notre attention en premier lieu. Il y a surtout les thromboses macrovasculaires qui ont été rapportées, mais là encore, il y a peu de publications pour en estimer l'incidence de façon précise. Néanmoins, ces complications thrombotiques macrovasculaires semblent d'autant plus fréquentes que la maladie est sévère. Et pour ce qui a été rapporté de l'Italie et de France, elles semblent survenir chez plus de 10% des patients de réanimation. Les manifestations thrombotiques rapportées, là encore avec peu de publications à l'appui, elles sont extrêmement variées. Elles incluent les thromboses de cathéter de façon plus fréquente qu'habituellement, avec en particulier des équipes qui rapportent la nécessité de changer les cathéters artériels thrombosés quasi quotidiennement dans les tout premiers jours de la prise en charge en réanimation, des thromboses sur cathéter central, des thromboses de filtres d'épuration extra-rénale dès les premières heures, et puis des thromboses des membres inférieurs et des embolies pulmonaires, même si là encore, l'incidence des embolies pulmonaires est difficile à diagnostiquer chez des patients en SDRA sévère, difficiles à transporter. A l'inverse, il y a très peu de complications hémorragiques qui ont été rapportées, qui renforcent l'idée d'une hypercoagulabilité qui complique le Covid-19. Et finalement, bien que mal évaluées en termes de fréquence, ces complications thrombotiques qui reposent aussi sur un rationnel physiopathologique étayé, elles ont poussé à travers le monde à réfléchir sur le type de traitement anticoagulant à prescrire à ces patients. Et comme vous allez le voir dans la suite, c'est une réflexion qui inclut non seulement l'évaluation du niveau de risque thrombotique, en fonction des caractéristiques intrinsèques des patients
et puis de la sévérité de la maladie, évaluée sur la clinique, mais aussi sur les marqueurs biologiques. Et puis, une fois que cette évaluation est faite, la réflexion sur l'intensité du traitement anticoagulant qui va être nécessaire. Eh bien, merci beaucoup Anne pour ce point épidémio. On va tout de suite enchaîner avec Yves Ruel qui va nous faire un petit compte-rendu de la physiopathologie de ces problèmes thrombotiques et notamment discuter de ces niveaux de fibrinogène et de dédimère qui sont pas classiques. À toi Yves. Merci, bonjour. Donc, comme vient de vous l'expliquer très clairement Anne Gaudier, cette maladie est tout à fait particulière dans la mesure où elle concerne des malades qui vont présenter un syndrome inflammatoire extrêmement marqué, qui va se traduire par une augmentation des taux plasmatiques du fibrinogène qui peuvent être très importants, mais pas seulement. On constate aussi une augmentation importante des taux de facteur 8 chez ces malades. Et cet état inflammatoire va contribuer de manière majeure au risque thrombotique des malades. Et on s'est aperçu que parmi les malades hospitalisés avec un Covid sévère, il y a beaucoup d'obèses. L'obésité est une comorbidité qui, de fait, est associée à un état pro-inflammatoire, avec une sensibilité tout à fait particulière aux cytokines. Et on sait que dans le Covid-19, il y a un orage cytokinique avec libération dans le plasma de molécules qui vont avoir un potentiel activateur vis-à-vis de l'expression du facteur tissulaire par les cellules circulantes comme les monocytes, mais aussi les cellules endothéliales, évidemment. Et on pense, avec des arguments assez forts, que l'obèse, dans ce contexte du Covid, présente un surrisque majeur de thrombose, a fortiori quand l'obésité est morbide. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, comme on va le voir, on a stratifié le niveau de risque en tenant compte à la fois de la gravité de la maladie elle-même et de l'IMC. Alors, c'est sûr que l'hypercoagulabilité est tout à fait perceptible parfois cliniquement avec les thromboses de cathéter, mais elle peut aussi être évaluée par cette augmentation importante et assez précoce des dédimères. Et c'est la raison pour laquelle on propose un suivi assez strict du taux de dédimère pour justement évaluer si ce risque de thrombose est beaucoup plus élevé que ce que l'on pense. Alors, ce qui est difficile dans cette histoire, c'est qu'on a peu de données dans la littérature et que finalement, définir une valeur seuil de fibrinogène ou de dédimère au-delà desquels on pense que finalement le risque thrombotique est très élevé, ça n'est pas simple. Alors on a proposé, comme va vous le montrer Pierre Albaladejo, des valeurs qui sont tout à fait, je dirais, presque arbitraires, mais qui témoignent justement de ce surrisque de thrombose que l'on peut voir chez certains malades et en particulier les obèses. Eh bien, merci beaucoup Yves pour ces données physiopathologiques. Donc, tenant compte de ça, de l'épidémiologie et des données physiopathologiques, vous avez donné des propositions en tenant compte également des facteurs de risque qui ont été décrits. Et donc, Pierre Albaladejo va nous décrire justement ces propositions avec le tableau qui s'y réfère. À toi, Pierre. Oui, merci Olivier. Donc, en fait, ce tableau, c'est une sorte de travail de synthèse, en sachant, comme vous l'avez compris, qu'il y a peu de données publiées, que ce sont des propositions qui ont été faites et des préconisations qui ont été faites un peu dans l'urgence, compte tenu de ce qu'on a entendu des observations des différents centres, en particulier des centres français. Et donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de décomposer un tout petit peu le tableau tel qu'il a été conçu donc, par ce groupe du GIHP, du GFHT. Donc, voilà à quoi ressemble le tableau.
D'abord, la première chose à dire, c'est que ça concerne les patients hospitalisés. Il y a eu toute une discussion pour savoir si on devait faire des propositions pour les patients pas hospitalisés, c'est-à-dire en ambulatoire chez eux. Mais compte tenu de la complexité de cette affaire, on a décidé de miser sur les patients hospitalisés. Donc, dans un premier temps, vous l'avez compris, on a considéré qu'un des risques, un des facteurs de risque principal, c'était la sévérité de la maladie et du Covid-19. Et pour essayer d'avoir un déterminant facile à identifier de la sévérité, il a été décidé de regarder le patient dans son contexte, selon 3 niveaux. A-t-il besoin d'oxygène? A-t-il une oxygénothérapie nasale? A-t-il besoin de réanimation, soit sous la forme d'une oxygénothérapie à haut débit, soit sous la forme d'une ventilation artificielle, qu'elle soit invasive ou non invasive? Dans l'autre sens, on a bien compris, et Yves nous l'a bien exprimé, que le facteur de risque qui semble prévaloir dans cette pathologie, c'est celui de l'obésité. Et pour cela, on n'a pas énormément de littérature, mais on a néanmoins au moins un papier montrant que la sévérité de la maladie est plus importante chez les BMI, des IMC supérieurs à 28-30. Et donc, on a considéré que l'IMC était un facteur qu'il fallait prendre en compte dans la prévention du risque thrombotique dans le cadre du Covid-19. Et d'autre part, compte tenu de la difficulté de pouvoir proposer des posologies chez l'obèse, c'était une autre façon aussi de pouvoir proposer des posologies qui soient compatibles avec ce surrisque. On a détaché donc l'obésité et la sévérité de la pathologie des autres facteurs de risque qui devront néanmoins être comptabilisés dans la démarche. Et parmi les facteurs de risque thromboembolique majeurs qu'on a considérés comme étant importants à prendre en compte dans la discussion, on a considéré que c'était principalement le cancer actif ou les antécédents personnels de thrombose. Mais bien sûr, si le patient cumule d'autres facteurs de risque liés à la maladie thromboembolique veineuse en particulier, eh bien, il faudra aussi les prendre en compte. Le troisième élément qui se surajoute, c'est le fait de constater cliniquement des thromboses itératives. Comme l'a expliqué Anne Gaudier, on observe des thromboses de cathéter fréquentes, parfois itératives, parfois répétées, en tout cas pas expliquées par les problématiques de thrombose de cathé qu'on a habituellement en réanimation. D'autre part, on a le fait que certains patients étant dialysés, on observe de façon inhabituelle des thromboses sur les filtres. Donc ça, c'est le deuxième point à prendre en compte. Enfin, comme l'a exprimé Yves, on a la problématique du syndrome inflammatoire ou de l'hypercoagulabilité identifiée par des paramètres biologiques. Et donc, il a été décidé d'inclure dans la construction de ce tableau le fibrinogène. Et il a été donné comme exemple un fibrinogène supérieur à 8 grammes par litre, en sachant que, vous l'avez compris, déterminer des seuils dans cette situation-là, c'est un exercice difficile. La même chose pour les dédimères. Ce qui a été proposé, c'est que le seuil de dédimère qui devait nous alerter était un seuil à 3 microgrammes par millilitre ou 3000 nanogrammes par millilitre, en sachant que ce n'est pas uniquement le taux de dédimère de base qui devra être pris en compte, mais éventuellement une augmentation brutale pendant le séjour de ces taux de dédimère qui pourraient être le témoin d'une hypercoagulabilité brutale ou d'une accélération de la cascade de la coagulation. Un autre élément à prendre en compte, c'est la nécessité de proposer une ECMO aux patients, en sachant que la gestion des ECMO, elle est en général évidemment associée à un traitement anticoagulant, mais il nous a semblé utile de rappeler que dans ce contexte-là, des thromboses d'oxygénateurs ou des constatations de thrombose sur les canules pouvaient être faites de façon très précoce et entraver évidemment l'efficacité de l'ECMO. Et enfin, on a pris en compte des patients qui étaient traités par anticoagulants au long cours, et pour lequel, évidemment, il faudra faire une proposition de substitution de ces anticoagulants. Donc, on a 4 niveaux de risque. Le premier niveau de risque, qui n'est pas sur ce tableau, ce sont les patients ambulatoires. On ne l'a pas déterminé, c'est le risque basal. Si le patient est chez lui, a la possibilité de ne pas rester alité, a priori, et si évidemment la sévérité de la pathologie n'est pas trop importante, on n'a pas de raison
pour lui proposer une thromboprophylaxie pharmacologique. Mais néanmoins, si des facteurs de risque sont surajoutés, ce sera aux médecins généralistes ou aux médecins qui suivent ces patients-là de faire une proposition. Dans notre tableau, le premier niveau de risque, c'est celui-ci. C'est une pathologie Covid-19 peu sévère chez des patients qui ont un IMC qui est inférieur à 30 et pour lequel la proposition qui sera faite, c'est une proposition de thromboprophylaxie standard par une HBPM ou par du fondaparinux. Et on a ici mis tous les exemples d'HBPM et de doses de fondaparinux qui sont proposés. Donc on est dans un niveau de thromboprophylaxie pharmacologique standard. Si l'IMC est supérieur à 30, sans facteur de risque ou avec facteur de risque et en fonction de la sévérité de la pathologie, il a été proposé de faire une thromboprophylaxie majorée. Et c'est là où finalement ce n'est pas classique parce que ce terme de thromboprophylaxie majorée, il n'est pas accepté de façon assez facile dans les autres stratégies de thromboprophylaxie, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Cette partie bleue du tableau, elle inclut à la fois le fait que le patient a un IMC supérieur à 30, donc il faut adapter la posologie, et deuxièmement, qu'il faut probablement, quasi certainement, augmenter les doses d'anticoagulants compte tenu du risque thrombotique majoré lié à la sévérité de la maladie. Et donc c'est important d'avoir en tête qu'un patient qui a un IMC supérieur à 30 et qui se trouve en réanimation, soit ventilé de façon non invasive ou bien à l'optiflow, eh bien, il faudra majorer certainement ces doses d'anticoagulants, en sachant que c'est basé sur deux molécules, l'énoxaparine en 2 injections, 4000 toutes les 12 heures ou 6000 si le poids est supérieur à 120, ou bien si on observe une cléarance de la créatinine inférieure à 30 ml/min, basée sur une dose d'héparine non fractionnée de 200 unités kg/jour, ce qui est la partie un petit peu haute des doses d'héparine non fractionnée qui sont proposées dans le cadre d'une thromboprophylaxie. La troisième partie du tableau, c'est la partie en rose, pour laquelle il est clairement proposé de faire une anticoagulation curative. Alors vous voyez qu'il y a une petite encoche qui se trouve dans la catégorie des patients avec un IMC à 30 avec des facteurs de risque surajoutés qui sont ici rappelés, un antécédent personnel de thrombose ou bien un cancer. Vous voyez que dans cette partie-là, il est proposé, lorsque les patients sont en réanimation, de faire une anticoagulation dite curative. Dans les autres cas au-dessous, c'est beaucoup plus classique. Si on observe des thromboses itératives, des thromboses de filtre, si le syndrome inflammatoire est vraiment marqué sur la base d'un fibrinogène qui est très élevé ou une hypercoagulabilité importante sur la base d'un dédimère qui est au-dessus de 3000 ou une augmentation brutale de ce taux de dédimère ou bien un patient sous ECMO, il est proposé une anticoagulation curative. Et bien évidemment, si le patient a un traitement anticoagulant au long cours, eh bien il est proposé de substituer ce traitement anticoagulant, si c'est un traitement anticoagulant oral, par une héparinothérapie par voie parentérale, de façon à éviter un certain nombre d'ennuis avec ces traitements oraux, en particulier celui des interactions médicamenteuses qu'on observera volontiers en réanimation et volontiers dans la prise en charge du Covid-19. Et pour la surveillance, je vais laisser la parole à Yves pour la surveillance de ces traitements anticoagulants dans ce cadre-là. Très bien. Donc, la surveillance biologique de ces malades, elle a finalement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'évaluer s'il apparaît des modifications, notamment du taux de fibrinogène ou du taux de dédimère avec une élévation brutale qui va devoir, le cas échéant, justifier une augmentation de l'héparinothérapie. Ensuite, on va vérifier finalement l'innocuité du traitement anticoagulant, sa sécurité en quelque sorte, en contrôlant dès l'instant qu'on utilise des doses majorées d'héparine, donc dans le risque élevé et dans le risque très élevé, on va surveiller l'activité anti-DISA toutes les 48 heures et le cas échéant à chaque changement de dose. L'objectif, c'est de fait de
d'éviter le surdosage et donc d'exposer le malade à un risque hémorragique. Et on sait qu'en réanimation, c'est quand même un problème qui est particulièrement sensible. Alors vous voyez que pour le risque élevé, eh bien, la fourchette d'activité anti-DISA qui peut être recherchée est comprise sous héparine non fractionnée entre 0,3 et 0,5 unités par ml. Alors que quand le patient est traité par une dose curative d'héparine non fractionnée, donc c'est en rose, là, le risque est très élevé, l'objectif est plus important avec une activité anti-DISA qui doit être, si possible, maintenue entre 0,5 et 0,7 unités par ml. Il est aussi très important de rappeler, sous héparine non fractionnée, a fortiori chez ces malades qui ont un gros syndrome inflammatoire, qui ont probablement aussi une activation plaquettaire avec une libération d'une grande quantité de facteurs plaquettaire 4, il y a un risque élevé sous HNF de thrombopénie induite par l'héparine. Donc il faut surveiller la numération plaquettaire toutes les 48 heures pour voir si il n'existe pas une diminution brutale de cette numération sous héparinothérapie, auquel cas il va falloir chercher bien sûr une CIVD, mais aussi demander au laboratoire de rechercher des anticorps anti-facteur plaquettaire 4 pour éliminer une thrombopénie induite par l'héparine. Par ailleurs, la surveillance biologique va, le cas échéant, vous être utile au clinicien s'il survient une thrombose inexpliquée ou des thromboses récidivantes, dans la mesure où il a été décrit dans de rares cas la possibilité d'observer un lupus anticoagulant, des anticorps antiphospholipides. Enfin, il est clair que la surveillance de l'hémostase est très importante chez ces malades instables. On l'a vu, l'hémorragie n'est pas le risque majeur, c'est le risque thrombotique, mais on peut aussi avoir des microthromboses, des coagulopathies de consommation qui se développent dans les formes les plus sévères, et bien sûr la survenue d'une thrombopénie, la survenue d'un allongement du temps de Quick et du TCA vont révéler une évolution vers une CIVD possible. Enfin, on peut doser l'antithrombine en cas de thrombose. Là, c'est vrai que la difficulté est de définir si, premièrement, il existe un taux d'antithrombine en dessous duquel, finalement, on considère chez ces malades qui reçoivent une HNF à dose curative, le danger de thrombose est très élevé, et si cela justifie éventuellement une supplémentation en antithrombine, qui est quand même très débattue dans ce contexte. Merci beaucoup Yves, merci Pierre aussi pour toutes ces explications très claires. Alors il y a quelques petites questions là, quand même qui reviennent, alors, notamment par le biais d'Avirea et par d'autres voies aussi. C'est la gestion des anticoagulants oraux. Alors il y a deux phases différentes. Il y a est-ce que les gens qui ont un anticoagulant oral, on leur laisse ou est-ce qu'on switch vers une HBPM ou une héparine? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut utiliser les anticoagulants oraux à la place de l'héparine et des HBPM pour anticoaguler ces patients? Alors, vous avez vu dans le tableau que vous a montré Pierre Albaladejo, il est clair pour nous que les malades qui sont traités par un anticoagulant oral, quel qu'il soit, et qui déclarent un Covid suffisamment sévère pour être hospitalisés, dans la mesure où le Covid-19 est une pathologie potentiellement grave et très instable, nous considérons qu'il est beaucoup plus raisonnable, prudent, de prescrire en relais, un traitement anticoagulant parentéral par l'héparine. D'autant plus que finalement, il existe pas mal d'interactions médicamenteuses, pas seulement avec les AVK, mais aussi avec les AOD, et que les traitements que l'on peut utiliser chez ces patients peuvent être source d'interaction avec les anticoagulants oraux. Donc vraiment, c'est pour nous très clair. Après, lorsque le malade sort de la période à risque
à la phase aiguë de la maladie, après la deuxième semaine, si je puis dire, que son état s'améliore, on peut tout à fait reprendre ou initier un traitement anticoagulant oral. C'est tout à fait envisageable. D'accord, bon, donc ça c'est clair, effectivement, pas de place pour les anticoagulants oraux dans cette pathologie à l'hôpital, sauf pour la reprise à distance. D'accord. Il y a aussi des petites questions sur le potentiel effet anti-inflammatoire de l'héparine là, qui commence à sortir. Donc ça c'est intéressant. On en est où exactement? Est-ce qu'on a quelques données dans cette pathologie-là? Parce qu'on le connaît ailleurs, mais… Eh bien, je ne sais pas si je peux répondre. En tout cas, il y a un certain nombre de données expérimentales qui plaident premièrement en faveur d'un effet anti-inflammatoire, une action anti-inflammatoire, mais pas risquée dans le contexte du Covid. On sait qu'il est absolument contre-indiqué de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien chez un malade qui présente un Covid, mais les activités, entre guillemets, anti-inflammatoires de l'héparine, en particulier des héparines standards, peuvent être un atout. Mais récemment, un travail a été publié qui suggère aussi que les héparines, enfin l'héparine non fractionnée, pourrait exercer un effet bénéfique direct sur l'infection elle-même par le SARS-CoV-2. Donc, c'est un argument supplémentaire pour prescrire une héparinothérapie chez ces malades. D'accord, une voie de recherche intéressante pour la suite, voir si effectivement on retrouve ces effets. Bon, on a envie de demander un petit peu là, et la suite, quoi. Où va-t-on exactement avec ces problèmes de thrombotique, de coagulation et du Covid-19? Est-ce que vous avez, sans boule de cristal, une petite idée de ce que tout ça va devenir? Il y a des questions qui sont non résolues et pour lesquelles il est difficile de faire des préconisations, mais c'est en cours. Il y a le problème de la grossesse et du Covid, pour lesquels je crois que le CARO travaille actuellement sur des préconisations de prise en charge. Il y a la question de la place de la thrombolyse chez le patient qui s'aggrave en particulier. Il semble qu'il y ait quelques cas publiés pour lesquels la thrombolyse aurait eu un impact, au moins sur l'oxygénation, alors pas sur la survie, mais sur l'oxygénation. Il y a des questions qui tournent autour de chez l'enfant, comment est-ce qu'on doit gérer chez l'enfant les problématiques de coagulation. Donc en fait, il y a beaucoup plus de questions qu'il va falloir résoudre. Et une fois de plus, la problématique, c'est qu'on a peu de données publiées dans la littérature, qu'en même temps, il y a une certaine urgence à avoir des points de vue. Donc je sais bien que cette pathologie, elle est propice à l'expression des experts, mais il faut néanmoins pouvoir trouver des arguments raisonnables et pragmatiques pour pouvoir aller vite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qui vont être proposés, qu'il va falloir non pas les utiliser comme des recommandations, mais plutôt comme des avis. Et voilà, donc la suite en tout cas pour le groupe GIHP, GFHT, c'est d'argumenter toutes les propositions qui ont été faites dans ces premières préconisations sur la prévention et le traitement du risque thrombotique dans le cadre du Covid-19. Il y a aussi un point qu'on n'a pas abordé du tout et qu'il va falloir aborder avec les spécialistes. Et il semble qu'il y ait des AVC qui soient un petit peu plus marqués, qui soient problématiques, que le syndrome coronaire aigu n'est pas la même façon d'être géré dans un cadre de Covid-19 que dans les autres cadres, en particulier du fait de la propension des stènes coronaires à thromboser dans ce contexte. Donc, tu vois, Olivier, il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas beaucoup de réponses, mais pour lesquelles il va quand même falloir donner des avis, parce que il se trouve que dans cette pathologie-là, on a des surprises qui ne sont pas toujours bonnes, qui sont liées au risque thrombotique. Oui, je vois que tout ça nous annonce d'autres web TV, notamment avec un focus sur les problèmes thrombotiques, parce qu'on n'a pas fini de découvrir des choses sur cette maladie pléiotropique compliquée, auxquelles on découvre tous les jours des nouveautés.
Bon, eh bien, je pense que merci à tous pour cette web TV de l'ASFAR sur la thrombose et les anticoagulations. Et puis à bientôt donc. Merci. Au revoir. Au revoir.